Voilà, on est là après avoir pirouetté dans le monde pendant 3-4 jours. On a annulé mon vol qui devait me mener directement à Dakar, puis on m'a fait passer à Paris que je n'aime pas. Et après, je suis là. Je suis arrivé hier. D'abord, pour clarifier, Ndongo, dans mon nom. J'étais tout jeune, recruté par un certain Lading Savané et Mazid Ndiaye, n'est-ce pas, qui nous avait fait croire que demain, c'est le soir, le grand soir, on va porter les pancartes et aller dire à Senghor que voilà, maintenant nous sommes les bolcheviks. Ça y est, c'est fini. Tu vois? Donc, dans ce mouvement-là, j'ai porté le nom Ndongo. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, n'est-ce pas, les gens me connaissent ici beaucoup plus sous le nom de Ndongo, ces jeunes qui étaient. Donc, dans les trucs de l'INAPES, Ndongo, tout le monde. Mais mon vrai nom, c'est Diomadia Harfaï. Ça, c'est mon vrai nom. Mais Ndongo, c'était pour me cacher. Tu vois? Quand je suis parti retrouver les Olivier Sagna et Ebro Massal en truc, Ndongo, c'était mon nom de guerre comme on les appelait à l'époque. Donc, c'est ce nom de guerre que tout le monde connaît parce que c'est celui qu'on voulait que la police connaisse. Et s'ils cherchent des papiers, ils ne vont pas trouver Ndongo nulle part parce que Djahar est là-bas. Voilà. Et donc, par rapport à la question de mon travail avec Princeton University, en 2005, il y a un professeur de Princeton qui s'appelle Jeffrey Herbst, qui avait écrit un livre sur la question de qu'est-ce qui ne va pas avec l'Afrique. En lisant le livre, j'ai trouvé quelque part où il disait que ça ne va pas en Afrique parce que les Africains ne font aucun effort pour sortir de leur situation. Comme l'avaient fait les Américains en 1789, après l'indépendance, le traité de Paris 1783 qui a donné naissance, l'indépendance aux 13 colonies, qu'il dit que les Africains auraient dû s'inspirer de Hamilton et de Madison et tous ces gens-là, pas Jefferson, n'est-ce pas, pour former une union et tout ça. Je suis parti, furieux, au bureau de la directrice. Je lui ai dit que mais ce type-là, il enseigne ici et il est si ignorant de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il fait de Kwame Nkrumah? Qu'est-ce qu'il fait de tous ces gens-là? Et les Cheikh Anta Diop, un grand mouvement d'unité africaine qui s'est passé. Il dit que oui, et puis il a fait venir le gars. Ils m'ont dit, effectivement, désormais, on va t'inclure dans notre équipe qui s'appelle Research Insurance Accuracy. Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais c'est une équipe, n'est-ce pas, qui est derrière. On est toujours derrière. C'est pour ça que quand Ibrahim m'a demandé de signer, on n'écrit pas dans le truc pour l'apparition du Princeton. Mais ce qu'on fait, c'est que quand les académiques de Princeton veulent publier, on nous donne le livre qu'ils publient pour voir si effectivement ce qu'il y a, il n'y a pas de plagiat d'abord, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est pas, il n'y a pas de contre-vérité comme Jeffrey Herbst a fait, et maintenant, est-ce que ça vaut dire, parce que c'est important pour Princeton parce que les universités américaines sont notées sur la base de combien de professeurs de cette université ont été cités par des professeurs d'université, d'autres universités. Ça, c'est une bonne partie de la 35%, je pense, sur positionner les universités. Donc, c'est ça qui m'a amené dans cette histoire-là à Princeton, où je travaille avec eux. Et j'ai plus ou moins, depuis 2024, quand les Sénégalais ont choisi un président qui porte mon nom, qui a le même nom que moi, n'est-ce pas? J'ai plus ou moins pris une retraite pour me consacrer un peu à voir si je peux contribuer ici. Voilà, avant de me lancer dans l'introduction de cette conversation, permettez-moi d'abord de féliciter et de remercier les organisateurs de cet événement, de cette conversation. Moi, je n'appelle pas ça conférence, je n'aime pas le mot conférence, je préfère conversation, on est tous venus pour partager. Une série, on dit c'est une conversation qu'on est en train de faire. Tu vois, il n'y a pas un érudit qui est là, qui pense connaître tout, mais c'est quelqu'un qui présente un point de vue et on converse là-dessus pour trouver une sorte de compromis comme les Africains ont l'habitude de le faire. Donc, je remercie bien Trust Africa, particulièrement une note spéciale à Abdurrahman Wan, qui est là en train de se cacher, et Bruma, qui sont les initiateurs, mais le département d'histoire pour avoir permis
que cette idée, cette conversation puisse avoir lieu. Cette présentation est structurée en 5 parties. Il faut être patient, parce que ça va être long, n'est-ce pas? Une partie sera consacrée à chacune des idéologies qui sont amenées. Parce que le thème, c'est panafricanisme, unionisme africain et continentalisme africain. 3 idéologies complètement différentes, mais qui sont très, très complémentaires et liées. Donc, c'est ça. Donc, chacune des idéologies, je vais consacrer un temps pour expliquer ce que chacune de ces idéologies est. Plus ou moins, comme m'a fait savoir un ami gabonais, Grégoire Biogo, on va faire sur l'archéologie de ces mots-là, pour pouvoir savoir d'où ça vient et qu'est-ce que ça signifie. Parce que la naissance du mot, c'est dans le contexte, dans un certain contexte, et pour connaître sa signification, il faut vraiment aller dans le contexte dans lequel ce mot-là a été né. Donc, ça, c'est les 3 premières parties. La 4e partie, n'est-ce pas, ce sera pour traiter des méfaits de l'amalgamation de ces idéologies-là, parce qu'il y a trop d'amalgamation. Les gens parlent de panafricanisme quand ils veulent parler de continentalisme, ils parlent de panafricanisme quand ils veulent parler d'unionisme africain, alors que ce n'est pas la même chose. Et ça crée des effets, plus ou moins cette confusion, crée des effets négatifs par rapport aux unes et aux autres. Donc, et la 5e partie sera consacrée à l'explication de leur complémentarité, parce que c'est des idéologies complémentaires et vont ensemble. Donc, alimentés par la conscience d'une appartenance commune et par le caractère indissociable de leur destin, un sentiment de la nécessité d'une solidarité a émergé parmi les personnes noires qui ont été soumises au traitement inhumain dans les plantations des Amériques et au cours de leur transport vers cette destination-là. Le colonialisme a plus tard étendu ce sentiment-là au continent, d'où ces personnes ont été plus ou moins volées, non? Ou transformées en captifs par des esclavagistes parce qu'elles avaient perdu une guerre contre un voisin. Ce sentiment est celui qui a donné naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le concept de panafricanisme. De l'autre côté, le savoir des conséquences politiques, économiques et sécuritaires lorsqu'on partage la même zone géographique continentale dans ce monde globalisé et où la simple relation émotionnelle qui est tissée parce qu'on partage le même continent, on fait naître ce que Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, a nommé la conscience continentaliste africaine. C'est lui qui l'a vraiment clarifié, qui a donné naissance à l'idéologie continentalisme africain. Elle est nourrie par un désir commun de voir le continent africain regagner sa place légitime au sein du concert des continents. De l'autre côté, l'unionisme africain est né de la réalisation et certitude que la seule voie par laquelle les peuples noirs de l'Afrique et du monde entier pourront se libérer des jougs de domination blanche, restaurer leur souveraineté et réparer leur dignité malmenée par l'esclavage et le colonialisme sous toutes ses formes est l'unité des peuples noirs et ceux avec lesquels ils partagent le continent africain. Cette idéologie, dont le principal pionnier est Marcus Garvey, est ce que nous appelons unionisme africain. Donc, 3 différentes raisons de naissance. Ces 3 idéologies, bien que distinctes, servent toutes au renforcement des capacités sur la scène intercontinentale, ce qu'Ali Mazrui appelle les Africains du sol et les Africains du sang, qui sont les Noirs. Entendez par Africains du sang noir. Le motif de l'introduction de notre conversation d'aujourd'hui est de démarier ces idéologies-là, pour les rendre claires. Beaucoup de personnes qui utilisent le concept panafricanisme peuvent vouloir parler de continentalisme africain.
d'unionisme africain ou de panafricanisme. Mon ambition durant cette présentation est de démontrer que ces idéologies, qui, bien que traitant de manière générale de la question du bien-être des peuples africains du continent et de la diaspora, ont des objectifs stratégiques très différents, bien qu'étant complémentaires. Maintenant, je vais revenir à juste une petite histoire. Abdourahmane, il est là, il pourra me confirmer ça. La première fois que j'ai été contacté par Abdourahmane au sujet d'une conférence à Dakar pour le compte de Trust Africa, sa proposition était panafricanisme et démocratie, n'est-ce pas? Certes, c'est un sujet important et approprié en ce moment. Mais un sujet comme celui-ci, comme celui qui a été définitivement retenu, me semble être plus urgent à discuter, et ceci pour plusieurs raisons, dont les trois qui me semblent être les plus évidentes. La première, le lien intrinsèque entre les idéologies panafricanisme, unionisme africain, n'est-ce pas, et le combat pour la souveraineté, qui est devenu une priorité absolue de l'agenda politique de la jeunesse africaine. Ça, c'est le lien là. Donc, il faut parler de ça. Cette prise de conscience accrue chez les jeunes africains, sur la jeunesse africaine, de l'urgence de restaurer la pleine souveraineté des peuples africains, ne relève pas du hasard. C'est parce que le système politique néocolonialisme et le mode de production et de distribution qu'il sert à imposer, l'impérialisme, ont aujourd'hui atteint des limites objectives de leur capacité de créer un environnement où la vie, la liberté et la recherche du bonheur, je cite Thomas Jefferson, pour la petite bourgeoisie intellectuelle, je répète, pour la petite bourgeoisie intellectuelle, qui est leur support principal. Donc, le système, le mode de production impérialiste, aujourd'hui, est incapable de satisfaire, d'absorber tous les petits bourgeois qui sortent de cette université-là. N'est-ce pas? Et donc, c'est pour cela, justement, les universités africaines, selon moi, ces usines de production de la crème de la petite bourgeoisie intellectuelle africaine, c'est la gauche qui parle ici, peut-être, n'est-ce pas, sont devenues des cimetières de rêves brisés et des foyers de recrutement pour les groupes militants pour la souveraineté. Malheureusement, ce ne sont pas seulement ces gens-là, mais les terroristes, n'est-ce pas, les tribuns, tout le monde recrute. Ces rêves brisés, Barça et Barça, n'est-ce pas, ces universités, l'incapacité du système d'absorber ce qui sort de ces universités, pas comme notre temps, est un problème. La deuxième raison est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de confusion dans la signification du concept panafricanisme, qui cause des préjudices à la capacité de mobilisation de cette idéologie. Mais comme mon cher frère Ibrahima me l'a suggéré lors d'une de nos conversations, je ne vais pas citer les responsables, je tais leur nom, n'est-ce pas? Ibrahima, donc tu vois que je me suis soumis à ta suggestion, n'est-ce pas? L'écrasante majorité des académiques, dont certains sont réputés être de grands panafricanistes, confondent panafricanisme avec unionisme africain et continentalisme africain. Maintenant, je peux me permettre de citer qu'Achille Mbembe, Horace Campbell, sont dans ce lot d'intellectuels confus par rapport à ce que c'est que le panafricanisme. Cette confusion porte préjudice à la capacité de mobilisation de ces idéologies-là. Un exemple concret est que j'entends parfois des personnes me dire que le panafricanisme a échoué. Ce que ces individus veulent vraiment dire, c'est que l'unionisme africain tarde à faire des frontières africaines héritées du colonialisme et qui sont réductrices de la capacité de développement politique et économique des pays africains et tardent à devenir des choses du passé. La troisième, c'est les urgences auxquelles le Sénégal, comme tous les autres pays africains que j'ai visités récemment, et ils représentent un bon échantillon pour avoir une vision globale de ce qui se passe dans le reste du continent africain. Donc tous ces pays, l'urgence dans ces pays exige de nous, intellectuels africains, de trouver des réponses adéquates au pourquoi il y a stagnation, sinon régression, de l'élan unitariste africaine
des premières années de l'indépendance de nos pays. Le panafricanisme, le continentalisme africain et l'unionisme africain sont les meilleurs outils à notre disposition pour reprendre le contrôle de notre destinée entre nos mains. Il nous faut donc les peaufiner. Et cet exercice commence par avoir une compréhension limpide du rôle que ces outils ont été créés pour jouer. Il est bien approprié que ce soit Trust Africa et le département d'histoire de l'UCAD qui sont les sponsors de cette conférence de clarification pour faciliter cette conversation. Trust Africa, parce que le mot signifie il faut avoir confiance en l'Afrique, n'est-ce pas? Qu'on ne peut pas avoir une confiance en quelqu'un qui vient à la table de négociation sans amener quelque chose. Donc, Trust Africa, avoir une clarté sur ces trucs, n'est-ce pas, aller devant le peuple africain, devant le monde africain, parler d'unité, parler de tout cela, il faut avoir une clarté quand il parle de panafricanisme, quand il parle d'unité africaine, quand il parle de ces différentes idéologies. C'est important pour Trust Africa. Et maintenant, pour le département d'histoire, parce que comme nous l'a appris Madison, le 4e président américain des États-Unis, l'histoire est l'oracle du futur. Et ce temple de l'histoire est certainement bien un bon endroit pour réviser l'histoire de la lutte pour la restauration de la souveraineté des peuples africains. Maintenant, nous allons commencer par le panafricanisme. Pour avoir une compréhension assez objective de ce qu'est le panafricanisme, il est nécessaire de revisiter le contexte social qui a donné naissance à cette idéologie. Récemment, durant mon voyage à Libreville, au mois de mai, un ami qui s'appelle Grégoire Biogo, qui s'appelle Savant, et moi-même avons décidé d'appeler cet exercice l'archéologie du concept panafricanisme. Parce qu'il s'agit de revoir les sédiments des concepts anciens dont l'évolution a abouti à ce que nous appelons aujourd'hui panafricanisme. Les épistémologistes du département de philo, à côté, qui font foison dans ce département de philo, de notre université, auraient probablement préféré que j'utilise ce terme, mais je pense que le département d'histoire, c'est beaucoup plus approprié d'utiliser le concept d'archéologie au département d'histoire que d'utiliser le mot épistémologie. Parlons maintenant du processus de naissance de l'idéologie panafricaine. Dès la capture par le vol ou perte d'une guerre, des Africains dont la couleur de la peau a été principalement noire ont été soumis à l'un des modes d'asservissement les plus inhumains de l'histoire humaine. Il va sans dire qu'ils ont tout de suite commencé à mener une résistance féroce à ce système barbarique pour recouvrir leur liberté. Bien que sachant que leurs chances de succès étaient très limitées, en raison des forces armées des pays esclavagistes, ces Africains n'ont jamais baissé les bras. Ils se sont battus pendant des siècles, sous plusieurs formes pour reprendre le contrôle de leur destin en main et vivre dans la dignité. Cette résistance s'est manifestée sous diverses formes. Certains se sont tout simplement jetés dans la mer, plutôt que de vivre l'humiliation. À plusieurs reprises, ils ont tenté de reprendre le bateau, et l'exemple le plus connu, c'est celui d'Amistad. Ça s'était passé en 1839. Des rébellions armées, dirigées par, et ça c'est important, les rébellions armées des esclaves ont été toujours dirigées par des gens qui ne sont pas des esclaves, mais qui sont des Noirs. Tous, toutes. Il n'y a pas une rébellion de Noirs esclavistes qui ont été dirigés par des esclaves eux-mêmes, non. C'est là. Et là, cette idéologie, elle est née dans, si tu veux, elle a été... Les premières organisations, c'est vraiment l'Église. L'Église qui a fait les premières grandes... Et tous les gens qui sont sortis du leadership de ce mouvement-là sont sortis de cette Église-là. Les rébellions armées, comme je dis, il y a Nat Turner, comme vous connaissez, Vesey Denmark, par exemple, et autres. Il y a aussi une autre forme de résistance qui est la création des colonies, si tu vois, le Underground Railroad, n'est-ce pas, pour se rendre vers les colonies du Nord, comme Pennsylvanie, New York, Massachusetts, éventuellement au Canada.
vous connaissez tous Harriet Tubman, surnommée la Moïse Noire, était l'héroïne la plus célèbre parmi les conducteurs de train sur cette voie ferroviaire mystique et mythique. Elle, comme tous les conducteurs de train sur cette voie, a été assistée par des milliers d'inconnus qui étaient, certains étaient blancs et certains étaient noirs. L'autre forme de résistance, c'est la création de sociétés marrounes. La création de sociétés marrounes, n'est-ce pas, pour échapper. Nous connaissons tous les marounes de Jamaïque, n'est-ce pas, beaucoup d'entre eux dans les Caraïbes, n'est-ce pas. Ils ont formé des sociétés pour carrément résister à cette forme d'esclavage. Ils se sont libérés, ils sont sortis dans les montagnes. Et le commandant Kodjo au Jamaïque, tout le monde le connaît, ou en tout cas beaucoup de gens le connaissent. C'est eux qui ont forcé les Britanniques à signer un traité avec eux pour leur permettre de garder leur indépendance là-bas. La révolution haïtienne, par exemple, n'est-ce pas, et une de ces luttes, elle était dirigée par, souvenez-vous, je parle bien, parce que la révolution haïtienne, il y a deux éléments. Il y a la République, justement, Plumos, la lutte contre l'esclavage qui a été menée par Dessalines, si tu veux. Toussaint Louverture a dirigé beaucoup plus une lutte pour l'intégration des Noirs en tant que citoyens de la nouvelle République. C'est pour cela que C.L.R. James écrit les Jacobins, n'est-ce pas, les Jacobins noirs. Et les Jacobins, parce qu'il était dans le mouvement jacobin, il voulait effectivement que les Noirs soient considérés comme des citoyens comme tout le monde. N'est-ce pas? La création de Libéria et Sierra Leone, n'est-ce pas, sont des exemples, et plusieurs autres formes d'interaction. C'est dans ce contexte de la résistance des esclaves noirs à l'esclavage que s'est développé un certain type de lucidité. C'était la prise de conscience du fait que dans le continent américain, les personnes dans le dénominateur noir et commun et la peau noire ont intérêt à développer un système de solidarité entre elles. Il va sans dire que cette élévation de la conscience de la personne à la peau noire ou marron a été causée par la soumission à un traitement inhumain et barbare et la nécessité de résister de manière collective à cette barbarie. C'est intéressant parce que, si vous voyez, l'esclavage n'a pas commencé aux États-Unis. C'est seulement en 1619, n'est-ce pas, qu'on a eu des esclaves aux États-Unis, en Virginie, n'est-ce pas? Mais avant ça, il y avait des esclaves à Barbados, qui était une des premières îles où on a fait des esclaves, Jamaïque et tout cela, et même l'Amérique latine, par exemple. Mais la férocité, n'est-ce pas, du traitement des esclaves aux États-Unis était, dans mon entendement, ce qui a vraiment forcé les Noirs qui étaient là-bas de créer des moyens de résistance beaucoup plus connus aujourd'hui que ceux des autres Noirs qui ont formé des communautés partout ailleurs. C'était la prise de conscience des faits que ça s'est passé. Ces personnes qui ont été capturées en Afrique subsaharienne par le biais de guerres ou de vols de personnes, pour des objectifs essentiellement économiques, venaient de différentes nations de l'Afrique. La plupart de leurs nations d'origine, et les historiens ici ne me contrediront pas probablement, n'étaient probablement en contact ou au courant de l'existence des unes et des autres. Je ne pense pas que les Sérères connaissaient les Bétis à l'époque. Cependant, elles ont vite compris que leur destin était devenu intrinsèquement lié. Ce faisant, il leur fallait briser les barrières qui les séparaient, former un bloc solidaire, apprendre à vivre ensemble et à se soutenir entre membres de cette grande famille de personnes noires. Je ne sais pas combien d'entre vous ont lu Uncle Tom's Cabin, la cabine de l'oncle Tom, n'est-ce pas? C'est intéressant cette histoire. C'est vrai que certains Américains intellectuels ont transféré, il y aura un Uncle Tom, ça veut dire que tu es un laquais de l'impérialisme ou laquais des esclaves. Mais dans la réalité, quand tu lis le livre vraiment, ce que ça a décrit, c'est à quel point un noir était prêt à se sacrifier pour donner à d'autres noirs une chance de sortir de ce système-là. Et c'est ça qui est le vrai thème du film. C'est ainsi donc dans ce sentiment de solidarité, c'est dans ce qu'est née la conscience panafricaine,
qui va générer au fil du temps l'idéologie que nous appelons aujourd'hui panafricanisme. Le panafricanisme est donc une idéologie pour la libération et la restauration de la souveraineté et dignité des personnes noires. Je répète, des personnes noires. C'est la conscience d'un genre commun et d'un destin inextricable, comme l'avait décrit Ndaba Ningui Sitole, qui a été le socle sur lequel cette idéologie a pris racine. Comme toute idéologie, et ça, les gens de gauche le connaissent bien, la pièce maîtresse de sa signification ne peut être modifiée que tant que son objectif final ou stratégique, comme l'appelons le militaire, n'a pas été atteint. Je ne parle pas des objectifs tactiques. Le panafricanisme a eu plusieurs objectifs tactiques, dont la fin de l'esclavage, dont la fin de l'apartheid, dont la fin du colonialisme. Ça sont des objectifs tactiques, n'est-ce pas? Mais l'objectif final du panafricanisme, vous le verrez plus tard, c'est la renaissance africaine. En fonction des objectifs tactiques du moment, différents mouvements ont été créés sur la base de cette idéologie de la restauration de la souveraineté noire et la réparation de leur dignité. La première de ces dernières, ces écoles, était le mouvement des conventions nègres. Je voulais juste faire une petite parenthèse ici, n'est-ce pas? Le mot Negro, en anglais, il est apparu en Virginie vers les années 1620. Parce qu'il y avait un bateau qui venait du royaume du Congo, qui allait vers Cuba. Et en cours de route, ils n'avaient plus de provisions. Ils se sont arrêtés en Virginie et ils ont vendu 20 esclaves pour se réapprovisionner. Mais le problème, c'était qu'il y avait des Noirs libres là-bas déjà. Comment est-ce qu'il faut appeler, comment est-ce qu'il faut identifier ces gens-là? Hein? C'est donc pour ça qu'ils ont gardé le nom, parce que les Portugais les appelaient Negros, Negros. Donc, ils ont pris le nom Negros, n'est-ce pas? Et Negro, ça signifiait une personne esclave noire. Maintenant, une personne qui est noire, qui n'est pas esclave, ça s'appelait personne de couleur, ou bien certains plus avancés s'appelaient africains. Donc, c'est pour cela que dans la communauté noire, même aujourd'hui, le mot nigger, quand tu le dis à un individu qui est noir, américain, tu n'oses pas. Il n'y a que des noirs qui osent s'appeler nigger. Mais une autre personne, parce que le nigro, qui vient de nigro, ça signifiait la dernière classe de la société, parce que c'était un esclave noir, n'est-ce pas? Le mouvement des conventions nègres tire son nom du lexique de la colonie de Virginie au début du XVIIe siècle. Il est important de noter ici que bien que la conscience qui a donné naissance à ce mouvement ait commencé à se développer en 1619 dans les Caraïbes et en Amérique latine, ce n'est qu'au XIXe siècle que cette résistance a commencé à donner naissance à un mouvement principalement animé par des intellectuels noirs qui, pour l'essentiel, étaient des leaders religieux. Richard Allen, que vous connaissez probablement, le fondateur de l'église épiscopale méthodiste, la première église noire en Amérique, était un pionnier du mouvement des conventions noires. Ici, je vais juste faire une petite parenthèse pour montrer un peu l'importance de Du Bois, n'est-ce pas? Jusqu'à Du Bois, n'est-ce pas? Le mouvement noir, nègre, négro, tu vois, il était inféodé à l'église, il n'était pas laïque. L'objectif, même Marcus Garvey récemment, qui était le dernier plus ou moins rempart, parlait dans le UNIA, son organisation, que leur objectif était de christianiser les Africains, de les civiliser. C'est Du Bois qui a vraiment sa grande contribution, c'est la laïcisation du mouvement panafricain, du panafricanisme. Donc, ça, c'est la grande contribution de Du Bois. Et on reviendra sur Marcus Garvey plus tard. Ce fut la frustration des leaders intellectuels noirs, libres, qui s'étaient entièrement investis dans le mouvement abolitionniste, avec sa philosophie de persuasion morale, qui les avait poussés à la création d'un environnement organisationnel dans lequel ils étaient les maîtres et non des appendages. Le choix du mot négro comme qualificatif était fondé sur le fait que la cause des esclaves noirs était sa raison d'être, même si les principaux animateurs n'étaient
pas des esclaves, comme l'a indiqué, et comme je l'ai dit plus haut. N'est-ce pas? Le passage de la loi, plus tard, il y a eu le passage de la loi qu'on appelle le Fugitive Slave Act en 1850. Et ça, c'était un truc qui s'est passé parce que, à un certain moment, les États du Nord, pas du Sud, ils voulaient ajouter Maine dans l'Union. Et les gens du Sud, n'est-ce pas, on dit que si vous voulez ajouter Maine, parce qu'on ne va pas vous laisser être la majorité, donc il va falloir passer une loi qui fait que le gouvernement fédéral sera obligé, n'est-ce pas, de nous aider à récupérer les esclaves qui vont fuir, aller à Maine ou dans le Nord. Et donc, c'est là que le Fugitive Slave Act est apparu, de 1850. Et justement, le passage de cette loi-là a rendu impossible, presque pour un noir, quel que soit, si tu es libre ou autre, n'est-ce pas, incapable d'être à l'aise. Parce que tout ce dont il s'agissait quand cette loi a été passée, c'est si par exemple Olivier Sagna se promenait quelque part, je le vois, oh, mais il est costaud là, je le veux comme esclave. Tout ce que je fais, c'est de l'amener chez le shérif à côté. Il ne peut pas faire de témoignage parce qu'il est une propriété. Une propriété ne se défend pas. Donc, tout ce que le shérif avait à faire, c'était d'entendre celui qui l'a dit qu'il est mon esclave, et puis c'est tout, et puis signe, est-ce que tu le signes, est-ce que c'est vrai? Puis il y a celui qui veut faire du ndjutndjatch, bien sûr il signe, c'est vrai, parce qu'il n'y a personne pour contredire, comme on ne permet pas à celui qui a été soumis à ça de se défendre. Donc, il y a un film sur ça qui s'appelle 12 Years of Slavery, n'est-ce pas, qui est un excellent film par rapport, et un épisode, un grand musicien de l'État de New York est parti à Washington, D.C., ils l'ont pris, comme ça, des Samba Boys ivres l'ont pris, et ils l'ont amené devant le shérif, et ils l'ont dit que c'est notre esclave. Et c'est comme ça que ce gars-là a été soumis comme esclave, et il est parti, n'est-ce pas, pendant 12 ans. C'est finalement le gouverneur de New York, n'est-ce pas, qui est parti pour le libérer, n'est-ce pas, pendant 12 ans. Juste parce que des gens... Donc, à partir de ce moment, c'est dans ce contexte-là qu'est né le mouvement des personnes, les conventions des personnes de couleur. Parce que maintenant, il ne s'agit plus d'esclaves, mais toute personne qui est en couleur, qui est une personne de couleur, était en danger par rapport à ça. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement l'abolition de l'esclavage qui était le point focal du mouvement, mais le traitement des personnes appelées de couleur. Donc, voilà ce que... Ici, donc, le panafricanisme, cette conscience-là, cette idéologie, est partie tout d'abord, n'est-ce pas, du Negro Convention. Et puis après, il est allé maintenant, n'est-ce pas, au Colored People Convention. D'ailleurs, Marcus Garvey a gardé ce nom-là. Et donc, ce mouvement-là était beaucoup plus un mouvement de la défense de toute personne noire, n'est-ce pas, pour ses droits, pour pouvoir circuler au sein des États-Unis. Et après l'esclavage, ce mouvement-là a été continué. Et quand vous regardez Du Bois, avec le NAACP, le National Association for the Advancement of Colored People, par exemple, il est né dans ce contexte-là. Le UNIA de Marcus Garvey, il est né dans ce contexte-là, dans une certaine mesure, dans ce grand umbrella, parapluie idéologique. Maintenant, selon plusieurs sources, donc, nous avons d'abord le mouvement Negro Convention, et puis Colored People Convention. Maintenant, c'est plus tard que le panafricanisme est apparu. Selon plusieurs sources concordantes, le mot panafricain est apparu pour la première fois lors de la conférence sur les Africains, entendez par là les Noirs de Chicago. C'était une conférence en 1893, et il est important de noter ici, africain, dans le nouveau mot créé, fait référence à une identité, c'est-à-dire une personne au taux de mélanine élevé dans le corps, c'est-à-dire noir, et non à la location géographique de la résidence de la personne. La réalité ici, c'est que ce qui est arrivé à ce congrès-là, c'est qu'il y a un Soudanais qui est venu à la rencontre de Chicago, et il a expliqué aux gens qui étaient là que nous vivons les mêmes conditions que vous. Et les gens ont dit, oh, donc c'est un problème identitaire pan, global. Et ils ont utilisé le mot
pan-africain, pan-noir, noir de tout le monde. Le mot panafricain, justement, est sorti de cela, n'est-ce pas? Mais c'est surtout la conférence panafricaine de Londres de 1900 qui a été organisée par deux Haïtiens, Benito Sylvain, Anthony Fermen et un Trinidadien, Henry Sylvester Williams, sous la sponsorisation de Négus Menelik II, que le mot panafricanisme est devenu l'habit principal de cette idéologie. Vous savez, le panafricanisme s'est tellement développé chez les anglophones que quand on nous parle de cette conférence de 1900, personne ne mentionne, on ne mentionne pas Anthony Fermin ni Sylvester Williams. Alors que c'était les principaux. S'il y avait de l'argent, s'il y avait les moyens pour organiser ça, c'est eux qui avaient amené ça, n'est-ce pas? Mais comme ils sont les anglophones, nous ont toujours castrés, nous les entre guillemets francophones, je ne le dis pas parce que moi je suis anglophone et francophone. Et je me suis rendu compte justement qu'ils ont surtout donné le nom de Sylvester Williams, alors qu'en fait, n'est-ce pas, Anthony Firmin, n'est-ce pas, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, et Benito Firmin étaient les principaux. Benito Sylvain était en fait le représentant à ce congrès de Haïti et de l'Éthiopie, deux des trois pays africains qui n'ont pas été colonisés, n'est-ce pas? Je ne sais pas ceux qui ne connaissent pas Anthony Firmin. Cheikh Anta Diop a surtout confirmé l'hypothèse d'Anthony Firmin. C'est vraiment ça qui était son travail. Anthony Firmin, avant Cheikh Anta, disait que les Égyptiens étaient noirs, mais il n'avait pas les moyens de le démontrer. Et c'est Cheikh Anta justement qui a confirmé ce qu'Anthony Firmin. Donc quand on parle de l'Égypte ancienne était noire, il faut quand même inclure ce frère haïtien qui a eu l'intuition, n'est-ce pas, que c'était des noirs. Pour célébrer la victoire de la bataille d'Adwa, du 1er mars, je suis au département d'histoire et je fais attention, 1896, et saluer le soutien des Noirs de la diaspora, Menelik II avait donné plein pouvoir à Benito Sylvain, qui était son aide de camp, l'autorisation de faciliter au nom de l'Éthiopie l'organisation de cette conférence. Benito Sylvain a d'ailleurs été, comme je l'ai dit, représentant de ces pays-là. Maintenant, il y avait à cette conférence, nous avions Dubois, qui était là-bas tout jeune, n'est-ce pas, qui a assisté à cette conférence. Donc, après ce tour d'horizon sur l'histoire de la naissance, du 15e au 20e siècle de l'idéologie panafricaniste, permettez maintenant de vous proposer une définition de cette idéologie que je considère être aujourd'hui au point le plus élevé de sa maturation. Ça veut dire que nous sommes à la dernière étape des combats du panafricanisme. La restauration de la souveraineté et l'unité africaine, n'est-ce pas? La restauration de la souveraineté des peuples africains viendra avec l'unité africaine qui est justement dont nous allons traiter avec Moumak, une idéologie plus ou moins rendue plus concise par Marcus Garvey. N'est-ce pas? Le panafricanisme au XXIe siècle repose sur deux piliers. Le premier pilier est la conscience de la nécessité d'une solidarité entre des personnes noires du fait de l'inextricabilité de leur destin. Le deuxième pilier est la compréhension de l'existence d'un lien indissoluble, et ça c'est le XXIe siècle, entre le destin des personnes dont la couleur de la peau est noire avec la place qu'occupera une entité positivement souveraine, contrôlée principalement par les Noirs sur la carte géopolitique mondiale. Il va sans dire que cette entité souveraine devra avoir son centre de gravité sur l'aire géographique essentiellement peuplée par des Noirs, qui est la partie subsaharienne du continent. Je pense que dans sa première édition des fondamentaux, Cheikh Anta voulait expliquer pourquoi, ou en tout cas travailler dans ce sens-là. Il travaillait pour une union panafricaine, pas une union continentale africaine, quand vous voyez bien son œuvre, mais il s'est rectifié plus tard. Selon une certaine école de pensée, fonder le panafricanisme sur la couleur de la peau est incorrect. Pour ce courant, il n'y a qu'une seule race humaine et que la couleur de la peau ne saurait être un facteur déterminant dans une classification scientifique des êtres humains. Qu'elle soit rouge, blanche, jaune ou violette,
une rose demeure une rose. Qu'il soit sans couleur, c'est-à-dire blanc, ou tricolore, un chat, pas une chatte ne peut pas être tricolore, c'est l'ancien étudiant vétérinaire qui parle, n'est-ce pas? Qu'il soit de couleur blanche ou tricolore, le chat demeure un chat. Ce que les membres de cette école oublient, ou ne semblent pas se rendre compte, est que cette vérité est biologique. Cependant, il y a une grande différence entre la classification politique des êtres humains et le regroupement par les sciences de la nature. Ce faisant, le taux de présence de la mélanine dans le corps de l'individu ou de l'être humain, qui n'est qu'une réaction physiologique pour s'adapter à l'environnement qui a été utilisé par les Européens, surtout de l'Ouest, à des fins principalement économiques. Pour ce faire, parler de race noire comme groupe est un acte dont l'objectif est politique et non biologique ou physiologique. Le panafricanisme est justement une réaction politique à cet acte politique. Pour défendre les personnes dans la couleur de la peau et transformer en facteur déterminant par une décision politique à des fins économiques. Bob Marley nous dit, dans le chant où il a répété à Haile Selassie, « Until the color of a man's skin is no more significant than the color of his eyes, me fight," meaning I will be fighting the Pan-African fight. The color of the skin is no more significant than the color of... Les blancs, il y a des blancs qui sont marrons, n'est-ce pas? Leur couleur de la peau est même presque noire, mais on ne les considère pas, n'est-ce pas? Et Bob Marley dit maintenant, tant qu'on n'arrivera pas à un moment où la couleur de la peau sera traitée de la même manière que la couleur des yeux, hein, donc le panafricanisme doit être notre combat. Et je vais aussi revenir, Ndabadingi Sitole, que j'aime beaucoup d'ailleurs, il y a une partie de son œuvre nationalisme africain que je n'aime pas, là où il justifie la colonisation, mais ça je le dis tout de suite. Ndabadingi Sitole le dit encore mieux, à la page 92 de la 3e édition de son chef-d'œuvre Nationalisme africain, qui est publié en 2021 et est préfacé par Raleigh Odinga. Selon Sitole, le panafricanisme est une révolte contre la doctrine de l'infériorité raciale que des siècles d'oppression et d'humiliation ont imposé de force au peuple de peau sombre. Et il continue, la réaffirmation de l'égalité de ces peuples donc noirs avec ceux de toutes les autres est le combat panafricain. Cette affirmation de Sitole démontre que ceux ou celles qui parlent de panafricanisme révolutionnaire font du pléonasme. On ne peut pas parler de panafricanisme révolutionnaire pour dire que c'est la même chose que dire que le communisme révolutionnaire, n'est-ce pas? On peut parler de la révision d'une idéologie, mais on ne peut pas parler d'une idéologie révolutionnaire. C'est du pléonasme, c'est de la répétition. Parce que dire panafricanisme déjà, c'est révolutionnaire. Le panafricanisme lui-même, c'est une révolte contre quelque chose. Comme expliqué ci-dessus, le panafricanisme est une idéologie au service de la restauration de la souveraineté et dignité des personnes considérées noires. Il concerne ce qu'Ali Mazrui appelle « africain du sang ». Quand Peter Tosh, dans son chant africain de 1977, dit « Ne te soucie pas d'où tu viens. Tant que tu es une personne noire, tu es un Africain. Peu importe ta nationalité, tu as l'identité d'un Africain. L'identité d'un Africain, il fait ici référence aux Africains du sang qui sont comme toi et comme moi. Ce que Peter Tosh essaie de nous expliquer ici est que l'adjectif africain, dans le mot pan-africain, qualifie une identité, pas une location géographique. Ce faisant, panafricain signifie personne noire. Panafricanisme signifie un mouvement de révolte des personnes de couleur noire pour restaurer la souveraineté. Et là, il va probablement falloir faire une autre conférence sur la souveraineté parce que ça a commencé par la souveraineté individuelle. Un esclave est dénué de toute forme de souveraineté.
Maintenant, la colonie, c'est une nation entière qui est dénuée de souveraineté. Donc, plus ou moins, se rattache là. Le mouvement panafricain est constitué par tous les réseaux et organisations de solidarité fondées sur l'idéologie panafricaine. Ces structures formées sur la base de cette idéologie sont appelées mouvements panafricains ou organisations panafricaines. Le panafricanisme peut s'exprimer sous une multitude de formes. Par conséquent, un grand nombre de mouvements et organisations qui semblent très différents à première vue ont en fait leurs racines dans l'idéologie panafricaine. De l'esprit qui a donné naissance à Haïti, aux églises méthodistes et pentecôtistes africaines, aux conventions noires, aux congrès panafricains, aux associations universelles pour l'amélioration des conditions des Noirs, Ligue des communautés africaines de Marcus Garvey, au mouvement de la négritude, au mouvement Black Powers, au mouvement de la conscience noire, au mouvement Rastafari, au mouvement afrocentriste, kémétiste, pour ne citer que cela, le dénominateur commun est un engagement en faveur de la restauration de la souveraineté et la réparation de la dignité des Noirs, en d'autres termes, la renaissance africaine. Ici, dans beaucoup de cas, on parle beaucoup de... le mouvement négritude n'est pas un mouvement panafricain. Vous voyez que Senghor était bien un panafricaniste. Ça, n'est-ce pas? Et la différence ici, c'est que la négritude n'était pas un mouvement, si vous voulez, politique. C'était beaucoup plus un mouvement de réclamation, n'est-ce pas, de la dignité des Noirs, la couleur, et ainsi de suite, et tout cela. N'est-ce pas? Donc, le continentalisme africain, n'est-ce pas, est un mouvement... C'est vraiment Cheikh Anta qui a le premier, dans son interview avec Carlos Moore, qui a parlé de la question de la conscience continentale africaine, n'est-ce pas? Carlos Moore, n'est-ce pas? La question était l'objectif du panafricanisme tel que défini par Gamal Abdel Nasser et la formation d'une fédération d'États arabes, etc., etc. Donc, comment pensez-vous que ces gens-là peuvent être intégrés dans une Union africaine? Cheikh Anta lui a répondu, à mon avis, il existe déjà une conscience africaine continentale. Il n'a pas parlé de panafricanisme. Il a parlé d'une conscience continentale. Et c'est justement cette conscience continentale africaine qui va tirer justement ces gens-là de l'Afrique du Nord vers, n'est-ce pas, le continent. Qui, par exemple, quand vous rencontrez un Marocain, il voit un Noir quelque part, et il vous approche, même si c'est un Marocain blanc, oh mon frère, n'est-ce pas? Ça, c'est la conscience continentale africaine qui anime ça, n'est-ce pas? Et Gamal Abdel Nasser, par exemple, était un continentaliste africain, mais pas un panafricaniste. Mohamed Khadafi était un continentaliste africain, pas un panafricaniste, n'est-ce pas? Mais la différence entre Gamal Abdel Nasser et Mohamed Khadafi, c'est que Gamal Abdel Nasser, Khadafi était un unioniste africain. Parlant d'unionisme africain, c'est l'idéologie selon laquelle seule une unité entre les peuples pourra permettre la restauration de leur souveraineté. Les peuples noirs, je dis bien. L'unionisme africain a été introduit par Edward Wilmot Blyden dans les années 1850, mieux élaboré par Marcus Garvey dans les années 1920 et vulgarisé par Kwame Nkrumah dans les années 60. Blyden avait défendu l'idée d'une union africaine en Afrique de l'Ouest, alors que Marcus Garvey avait complètement, n'est-ce pas, parlé d'une union continentale qui sera effectivement composée de tous les pays du continent et qui vont finir, n'est-ce pas, par intégrer les Noirs de la diaspora et créer ce qu'ils appelaient à l'époque l'empire sur lequel le soleil ne se couchera pas, en incluant les Polynésies, la Micronésie, les Caraïbes et ainsi de suite, de l'Éthiopie. Mais en se fondant sur cette idée, il y a trois écoles, si vous voulez, d'unionisme. Il y a les unionistes culturels, n'est-ce pas, qui pensent effectivement que c'est le retour des Africains à ce qu'ils partagent de commun culturellement qui va les renforcer pour nous permettre de nous libérer de l'Occident, from mental slavery, from l'esclavage mental. Et de là-bas, nous allons prendre force, nous allons savoir que nous avons un destin commun et nous allons pouvoir résister aux Blancs. Les unionistes économiques, par exemple, n'est-ce pas,
les programmes comme le programme de Lagos, n'est-ce pas, le plan de Lagos, le NEPAD, la ZLECAF, l'agenda 2063 sont tous des programmes unionistes économiques. Ceux qui ont pris le temps de regarder l'agenda 2063 ne verront jamais dedans parler d'unité politique. Il n'y a aucun endroit où ça mentionne. J'ai posé la question à un des formateurs. Ils m'ont dit, au départ, il y avait, le mot union politique était introduit dedans, mais les gens, la majorité a dit que non, c'est économique fondamentalement, et c'est resté là, n'est-ce pas? Les unionistes politiques, à leur sein, il y a plusieurs écoles. Il y a les fédéralistes, n'est-ce pas, comme moi, n'est-ce pas? Il y a les unitaristes, comme le groupe de Stockley Carmichael, qui pensent que quand l'Afrique est unie, l'entité qui doit sortir de là-bas doit avoir un gouvernement unitaire, ou si vous voulez, un gouvernement jacobin. Les fédéralistes pensent que c'est juste certaines portions de souveraineté que le gouvernement fédéral doit gérer, et les autres doivent être laissés aux États pour permettre leur évolution dans la diversité. Donc, moi, je fais partie de cette école-là. Voilà, et voilà, je saute 10 000 pages. Donc, il est important de souligner, ça c'est vraiment escamoté, heureusement que vous avez la version écrite, n'est-ce pas? Des personnes peuvent être concomitamment des unionistes culturels et des unionistes politiques et même économiques, parce que parfois ils ne savent même pas. Avant de clore cette partie de mon exposé, je vais tenter de dissiper le nuage qui rend flou la compréhension de beaucoup d'académiciens ont sur Casablanca. Rapidement, Casablanca n'était pas une rencontre unioniste. Elle est une rencontre indépendantiste. Casablanca, il faut opposer Casablanca à Brazzaville. Casablanca s'oppose à Brazzaville. Ça ne s'oppose pas à Monrovia. Monrovia était, n'est-ce pas, ça a commencé par tout le monde, parce que Kwame Nkrumah était plus ou moins dedans. Mais ça a été pris en otage par les unionistes économiques. Et c'est justement ce groupe-là qui est parti se rassembler avec celui de Brazzaville et qui a défait Nkrumah à Addis Abeba le 25 mai 2000. Les méfaits de l'amalgation, c'est pénible, je dois dire que c'est pénible, mais j'espère qu'il y aura des questions qui vont dans ce sens-là. Le méfait d'abord, c'est que, je vais juste citer rapidement, quand on confond le panafricanisme avec l'unionisme africain, n'est-ce pas, pour expliquer leurs différences, le panafricanisme appelle pour la restauration de la souveraineté de la personne, alors que l'unionisme africain appelle pour la cession de certaines portions de souveraineté de la personne. C'est-à-dire qu'ils vont dans le sens contraire, bien qu'ils vont dans le même sens dans l'objectif général, mais quand à prime abord, un individu qui se bat pour son indépendance, tu lui dis, écoute, cette indépendance-là, il faut en céder des portions, c'est contradictoire, plus ou moins. C'est pour cela que quand on ne comprend pas la différence entre l'unionisme et le panafricanisme, on a tendance à vouloir utiliser les mêmes arguments pour justifier l'unionisme alors que c'est différent. L'unionisme, effectivement, comme l'a dit Charente quelque part, il faut savoir lâcher de l'Est pour être plus puissant. Alors que le panafricanisme demande la restauration de tout, l'unionisme demande l'extirpation ou la sécession d'une partie pour pouvoir... Donc quand on les confond, quand on ne fait pas la clarté dans ces îles, l'un porte la mécompréhension de l'un, peut porter préjudice à l'explication qu'on a, ou en tout cas à la propagande pour l'autre. La complémentarité entre ces idéologies, surtout je vais citer celle du panafricanisme avec, disons, l'unionisme africain. Il est impossible, n'est-ce pas, Ibrahima a parlé plutôt de la question de la réparation, il est illusoire de parler de réparation tant que les Africains n'auront pas une entité qui peut exiger la réparation. On ne commande pas la réparation, et ce ne sont pas les cours de justice de Londres, de New York, de Washington ou de Paris qui vont délibérer ça. Même s'ils délibèrent, on connaît dans l'histoire, en Amérique par exemple, où quand l'exécutif
n'est pas d'accord, la délibération du judiciaire est inutile. La réparation doit être exigée. Et elle ne peut être exigée que par une entité qui est forte, assez forte, pour l'exiger. Et cette entité ne peut être que le produit de l'unionisme africain, qui est un mouvement créé, une idéologie plus ou moins créée par Marcus Garvey. Ceux qui disent que Marcus Garvey est un fondateur du panafricanisme, c'est parce que justement, ils confondent unionisme avec panafricanisme. Oui, il est, si vous voulez, le grand pionnier de l'unionisme, mais il ne s'est jamais réclamé de panafricanisme, même s'il était panafricaniste lui-même. Voilà, et je vais conclure, le cœur très gros, je suis très vocal. Le contexte politique mondial actuel, qui se manifeste sur notre continent par une nouvelle ruée de ceux ayant des velléités impérialistes vers nous, pour redessiner la carte néocoloniale de l'Afrique, exige de nous, intellectuels petits bourgeois africains, une prise de conscience de notre devenir historique. Nos principales armes pour aider nos peuples à se libérer définitivement de l'impérialisme sont le panafricanisme, le continentalisme africain et l'unionisme africain. La confusion qui a été créée entre ces idéologies complémentaires les a transformés en facteurs limitants au lieu de catalysateurs des unes et des autres. Notre objectif était de mettre fin à cette amalgamation. Je suis désolé, je sais que je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas expliqué pour l'unionisme ni pour le continentalisme. Notre objectif était de mettre fin à l'amalgamation de ces idéologies afin que leur complémentarité puisse servir à notre combat actuel. J'espère avoir déclenché au moins votre appétit pour la constitution d'un débat, la continuation d'un débat ici et au-delà, afin que ces armes pour la restauration de notre souveraineté, la réparation de notre dignité et le démarrage effectif de notre marche durable vers la Renaissance puissent être. Njoko Njal.